Je n'ai jamais pensé qu'à 70 ans je chercherais une robe de mariée, et encore moins une robe blanche. Celle que je gardais depuis ma jeunesse. Cette robe que ma mère m'avait aidé à coudre quand je croyais me marier à 25 ans était intacte, mais jaunie. Je l'ai sortie du coffre un après-midi de novembre. Je l'ai regardée avec un mélange de tendresse et de tristesse, et je me suis demandé si j'avais encore le droit de rêver de quelque chose comme ça. Je m'appelle Rosa Elvira et oui, j'ai 70 ans. Pendant des décennies, je me suis résignée à une vie solitaire, convaincue que le véritable amour n'était pas pour moi. J'ai élevé mes frères, j'ai pris soin de mes parents jusqu'à leur dernier souffle. J'ai travaillé à la bibliothèque du village pendant 35 ans et bien que souvent je sourisse à l'extérieur, je me sentais vide à l'intérieur. J'avais des amis, oui. Certaines me disaient que j'avais été courageuse de rester seule. D'autres murmuraient que j'avais raté le train. Et puis il est apparu, Massia, un jeune homme de 32 ans, fils de la nouvelle directrice de l'école primaire. Je l'ai rencontré à la bibliothèque quand il est venu chercher des livres pour les lire à sa mère malade. La première fois qu'il m'a parlé, il l'a fait avec une tendresse à laquelle je n'étais pas habituée, et quand il est revenu, il m'a apporté un café. « C'est pour vous, Doña Rosa », m'a-t-il dit. J'ai répondu avec un sourire timide, me sentant soudain ridicule de rougir à mon âge. Les jours sont devenus des semaines, les visites se sont faites fréquentes, nous parlions de littérature, de musique, de la vie. Il m'écoutait avec attention. Avec un calme que peu de jeunes ont. Vous ne parlez pas, vous caressez avec les mots, m'a-t-il dit un jour. J'ai senti un frisson. Personne ne m'avait dit quelque chose d'aussi beau, même pas quand j'étais jeune. C'était un après-midi pluvieux, assis à la table en bois de la bibliothèque vide, quand il a pris ma main. Je l'ai retirée immédiatement. Massia, ce n'est pas bien, ai-je murmuré avec peur et honte, mais il n'a pas bougé. Il m'a regardé dans les yeux et m'a dit, Rosa, pourquoi cela ne serait-il pas bien? Parce que tu as 70 ans et moi 32. Depuis quand l'amour a-t-il une date d'expiration? Je suis partie sans répondre. Cette nuit-là je n'ai pas dormi, je ne pouvais pas. J'ai rappelé chaque scène de ma vie où on m'avait dit qu'il était trop tard, trop vieille, trop différente. Et je me suis demandé si j'avais déjà été vraiment heureuse. Mais ce qui est venu après fut encore plus difficile, parce qu'aimer quelqu'un que la société rejette ne fait pas seulement mal, cela vous laisse seul, même parmi les vôtres. Des jours ont passé sans retourner à la bibliothèque. J'ai voulu l'éviter. Je me sentais comme une adolescente piégée dans le corps d'une femme. Que tout s'appelle madame. Qu'est-ce que je faisais? Qu'est-ce que je ressentais? J'avais peur même d'y penser à voix haute, mais il était impossible de ne pas me rappeler son regard, ses paroles, la chaleur de sa main. Quand je suis revenue, Massia ne m'attendait plus. Il était parti. Cela m'a fait plus mal que je ne l'imaginais. Mais des jours plus tard, il est apparu chez moi avec un bouquet de fleurs sauvages et une note écrite à la main, quand tu seras prête à arrêter de te cacher, je serai là où j'ai toujours été. Et il y était, à la même table de lecture, à la même heure, le jour suivant, comme si de rien n'était. Ce jour-là, pour la première fois de ma vie, je me suis moquée du qu'en dira-t-on. Je me suis assise à côté de lui et nous avons parlé comme si nous avions eu toute une vie ensemble. J'ai ri d'un rire qui n'était pas sorti de moi depuis des années. Je me suis vue reflétée dans ses yeux, non pas comme une vieille femme, mais comme une femme vivante, une femme capable d'aimer. Quand j'en ai parlé à ma sœur, j'ai pensé qu'elle comprendrait, mais la première chose qu'elle a dite fut: un homme de 32 ans, Rosa, c'est malsain. Et ce mot est resté planté dans mon âme. Malsain, comme si aimer était une déviation, comme si je n'avais pas le droit de me sentir aimée. Ma nièce, qui avait toujours été mon soutien, m'a écrit par WhatsApp une seule phrase: tu te ridiculises, tante. Tu vas être la risée de tous.
Après cela, le silence. Et c'est ainsi qu'a commencé l'autre partie de l'histoire. L'abandon. Émotionnel, les appels qui ont cessé d'arriver, les regards gênés à l'église. Les voisines qui baissaient la voix quand je passais. Même mon prêtre, avec qui je parlais chaque semaine, m'a suggéré de prier pour me libérer de cette confusion. Confusion. Jamais je n'avais été si claire. Pour la première fois je me sentais vue, aimée, écoutée, mais personne n'a demandé comment je me sentais. Personne n'a demandé si Massia me respectait, s'il prenait soin de moi, s'il me faisait rire. Il ne voyait que l'âge. Il ne jugeait que la différence, comme si j'étais une vieille femme sénile et lui un profiteur sans morale. Le pire fut quand mes amies du club de lecture m'ont confrontée, elles m'ont convoquée seule comme si c'était une intervention. Rosa, tu vas tout perdre pour ce caprice, m'ont-elles dit. Et ce jour-là j'ai compris quelque chose. Il ne s'agissait pas seulement de Massia, il s'agissait de toute une vie réprimant. Mes désirs, mes rêves, ma voix par peur de ne pas m'intégrer. Mais Massia ne me demandait pas de m'intégrer, il me demandait seulement d'être moi. Et bien que cela me coûte tout ce que j'aimais, cela me rendait aussi quelque chose que je croyais déjà mort, le droit de sentir. Le jour où Massia m'a demandé de le laisser. Ce n'était pas parce qu'il voulait partir, c'était parce qu'il m'aimait. Rosa, je ne veux pas que tu continues à souffrir à cause de moi, m'a-t-il dit les yeux humides. Cet après-midi dans le parc où nous avions l'habitude de marcher quand personne ne nous voyait. N'es-tu pas celui qui me fait souffrir, lui ai-je répondu. Si, c'est moi, parce que depuis que nous sommes ensemble, le monde s'est acharné sur toi. Ces paroles m'ont déchiré parce qu'elles étaient vraies et aussi injustes. Nous avions déjà passé presque 6 mois à partager notre routine, café, livres, conversation infinie. Il m'accompagnait chez le médecin, il m'aidait à organiser mes médicaments, il avait appris à préparer mon thé préféré, il connaissait les noms de mes plantes, il écoutait les histoires de mon enfance comme si c'était des trésors. Je connaissais ses peurs, ses rêves, son histoire avec un père absent. Nous avions un petit monde, mais le nôtre. Et pourtant, ce que j'entendais le plus était, que cherche-t-il en toi, Rosa? De l'argent, la citoyenneté. Un toit, comme si une femme de 70 ans ne pouvait pas être aimée pour qui elle était. Parfois dans la solitude de la nuit, ces voix me traversaient, non pas parce que je doutais de Massia, mais parce que quand tout le monde vous montre du doigt, vous commencez à vous demander s'il voit quelque chose que vous ne voyez pas. Je me regardais dans le miroir et je ne voyais pas une femme, je voyais une peau fatiguée, des rides profondes, des mains avec des taches. Est-ce que c'était ça qu'il voyait aussi? Mais alors il s'approchait et me caressait le visage avec une tendresse que personne dans ma vie ne m'avait offerte. Ce n'était pas une passion aveugle ni une jeunesse anxieuse. C'était quelque chose de plus serein, de plus réel. Une nuit après le dîner, il m'a regardé fixement et m'a dit, « Je ne suis pas avec toi parce que je n'ai pas d'option, Rosa. Je suis avec toi parce que tu es mon option. » J'ai éclaté en sanglots parce que pour la première fois quelqu'un choisissait d'être avec moi, non par obligation, non par pitié, non par habitude, mais par amour. Cependant, le poids de la société continuait à nous écraser. Les rendez-vous médicaux étaient gênants. Dans l'un d'eux, une infirmière m'a murmuré, « Quelle pitié, madame. Votre petit-fils prend soin de vous. » Et quand j'ai répondu que c'était mon compagnon, elle a rougi et a évité de me regarder. Nous sommes devenus invisibles et en même temps scandaleux. Le monde ne savait pas où nous situer. Nous n'étions ni la plaisanterie ni la tragédie. Nous étions quelque chose que les gens ne voulaient pas accepter, 2 personnes avec une différence d'âge impensable, mais avec un amour qui ne demandait pas la permission. Et quand il m'a demandé de le laisser pour ne plus me voir souffrir, je l'ai serré dans mes bras comme si ma vie s'en allait, parce que je savais que sa douleur ne venait pas de moi, mais du monde qui ne nous laissait pas être. Si tu me quittes maintenant, Massia,
alors tu vas vraiment me détruire, parce que c'est la seule chose réelle que j'ai. Et cette nuit-là, pour la première fois, nous avons décidé de ne plus nous cacher. Je ne sais pas si c'était du courage ou un pur besoin d'être, mais ce matin-là j'ai mis ma plus belle blouse bleue, celle que j'utilisais toujours pour les baptêmes de mes neveux. J'ai coiffé mes cheveux avec soin et pour la première fois depuis des années j'ai mis un rouge à lèvres doux. Massia est passée me prendre sur sa bicyclette comme il le faisait les dimanches, mais cette fois nous n'allions pas à la bibliothèque, nous allions à l'église. Je savais ce qui allait arriver, je le savais, mais j'avais besoin que le monde comprenne que je n'avais pas honte, que je n'avais rien à cacher, que Massia n'était pas un péché, ni une fantaisie, ni une folie. Il était mon compagnon. Nous sommes entrés main dans la main, la même allée que d'habitude, le même banc que d'habitude, mais quelque chose était différent, le silence. Un silence si épais que même l'orgue semblait se taire. Les têtes se tournaient avec discrétion puis faisaient semblant de lire l'hymnal. Certaines dames se sont signées, d'autres ont baissé les yeux. Personne ne nous a salués. Le père, qui me souriait toujours, n'a même pas croisé mon regard. Et c'est alors que j'ai réalisé quelque chose qui m'a fait plus mal que le rejet, à quel point j'avais été seule toute ma vie, si occupée à ne pas déranger, à m'intégrer, à obéir. Et maintenant que j'osais être heureuse, cela semblait être un scandale. Après la messe, une femme s'est approchée de moi. Elle avait environ 80 ans, le visage ridé et la voix tremblante. Elle a pris ma main et m'a murmuré, « Vous êtes très courageuse. » Moi, je n'ai jamais pu. Cette phrase a suffi pour comprendre que je n'étais pas seule, que mon histoire, bien que jugée, inspirait. Sans que je le sache. En rentrant à la maison, Massia m'a demandé si je voulais revenir la semaine suivante. Je lui ai dit oui, que je n'allais pas arrêter d'être qui j'étais pour ceux qui n'avaient jamais osé me demander comment je me sentais. Certains amis ont cessé de m'appeler. Ma propre sœur m'a dit qu'elle ne me reverrait pas jusqu'à ce que je retrouve la raison, mais pour la première fois je n'ai pas pleuré pour cela, parce que ce qui m'avait le plus fait mal dans la vie avait été de me sentir invisible. Et maintenant, bien qu'il me regarde avec rejet, au moins il me voyait, et il me voyait avec lui, avec l'homme qui ne me craignait pas, qui ne me minimisait pas, qui ne me changeait pas. Nous avons passé des semaines ainsi, marchant sur la place, main dans la main, sans nous cacher, faisant les courses ensemble au marché, riant, faisant que l'amour cesse d'être un privilège des jeunes. Eh bien, que le monde continue à juger, je sentais que mon âme se libérait d'une prison de décennies. Un matin, pendant que nous arrosions les plantes, Massia m'a regardé et a dit, « Et si nous nous marions, Rosa ?» J'ai cru que c'était une blague. J'ai ri, mais lui ne le faisait pas. Il avait le regard sérieux mais doux, et là j'ai su qu'il parlait sérieusement. Mon cœur, à mes 70 ans, s'est remis à s'accélérer comme à 20 ans, parce que l'amour, quand il est sincère, ne connaît pas les horloges. Nous nous sommes mariés un mardi, non pas parce que c'était une date spéciale, mais parce que ce jour là la mairie était libre et Massia n'avait pas de garde à l'hôpital. Il n'y a pas eu de robe longue, ni de fleurs coûteuses, ni de cœur d'église. Il n'y avait que lui, moi et une juge qui nous regardait avec tendresse. Le jour où nous avons annoncé le mariage, il y a eu le silence. Pas de ceux qui consolent, mais de ceux qui montrent clairement que votre décision ne plaît pas. Ma sœur ne m'a pas appelé. Mes neveux ont ri dans le chat familial. Mes amis du club de lecture m'ont souhaité bonne chance avec une froideur qui faisait plus mal qu'une gifle. Et pourtant, j'étais là avec une robe couleur crème que j'avais cousue de mes propres mains, attendant Massia devant un miroir qui ne me jugeait plus. Il est arrivé avec une chemise blanche impeccable. Nerveux comme un adolescent. Il avait à la main un bouquet de tournesols. Il a dit qu'ils étaient comme moi, résistants, qu'ils cherchent la lumière même quand le monde est nuageux. Et alors j'ai pleuré. J'ai pleuré non pas de tristesse, mais parce que jamais personne ne m'avait décrite avec autant de vérité.
La juge a fait sa partie. Elle nous a regardés avec respect, sans moquerie, sans questions malicieuses. Quand elle nous a demandé de nous prendre les mains, j'ai senti la chaleur de Massia monter par mes doigts comme un courant de vie. Promets-tu d'être avec elle dans la santé et dans la maladie, dans la joie et dans l'adversité? Et il a répondu sans hésiter, oui, depuis bien avant aujourd'hui. Oui. Quand ce fut mon tour, ma voix s'est brisée. Je promets de prendre soin de toi même quand le monde ne comprend pas ce que nous sommes, parce que tu m'as appris qu'à 70 ans encore on peut recommencer. Nous avons signé les papiers, nous nous sommes donné un baiser simple, sincère, et nous sommes sortis de la mairie sans applaudissements, sans rires, sans famille. Mais il n'y avait pas de solitude non plus, parce que là, devant cette porte en bois vieilli, j'ai su que la seule chose qui m'importait était sa main et qu'il ne la lâche jamais. Nous avons fêté en mangeant des empanadas sur la place. Un groupe d'enfants jouait près de nous. Un vieil homme qui passait nous a souhaité félicitations sans nous connaître. Un chien s'est assis près de nous comme témoin muet de notre pacte. Et bien que personne ne soit venu au mariage, rien ne nous a manqué. Parce que pour la première fois de ma vie, ce que je ressentais à l'intérieur coïncidait avec ce qui se voyait à l'extérieur, et c'était suffisant. La vie après le mariage n'a pas été un conte de fées, mais elle a été nôtre. Massia se levait tôt pour aller à l'hôpital et moi, entre mes plantes, mes livres et la radio, je sentais que le temps n'était plus mon ennemi. Parfois nous mangions en silence, mais pas ce silence tendu des mariages sans amour, mais celui de deux âmes qui n'ont pas besoin de parler pour se sentir proches. Mes sœurs ont cessé de m'écrire. L'une m'a même bloquée du groupe familial. Cela m'a fait mal, bien sûr, mais cette fois je ne me suis pas excusée d'avoir choisi d'être heureuse, parce que pour la première fois de ma vie je ne regrettais rien. Un dimanche, j'ai eu le courage de retourner au club de lecture. Je suis entrée la tête haute, accompagnée de Massia. Les regards inquisiteurs étaient là à m'attendre comme toujours, mais quelque chose avait changé. Je n'étais plus la femme qui demandait la permission d'exister. Maintenant je marchais avec le poids léger de celle qui sait qu'elle mérite l'amour. Une des femmes les plus âgées s'est levée à la fin et a dit « Je ne suis pas d'accord avec vous, Rosa, mais je vous envie parce que moi j'ai 68 ans et je n'ose toujours pas vivre comme je veux. » Cette phrase est restée flottant entre les tasses de café et les pages ouvertes, et j'ai senti que même entre les préjugés, quelque chose s'était semé. Un jour, pendant que nous réparions une vieille étagère, Massia s'est blessé un doigt. Rien de grave, mais le sang m'a fait frissonner. J'ai couru chercher de l'alcool, des gaz, et au milieu de la précipitation il m'a regardé et a dit « Jamais personne ne s'est inquiété ainsi pour moi. » Je me suis arrêtée. Je l'ai regardé. Et là j'ai compris quelque chose que je n'avais jamais voulu voir. Nous avions tous les deux été abandonnés de différentes façons. Lui par une mère absente et une jeunesse sans affection. Moi par toute une vie remplie de silence et de résignation. Nous nous étions trouvés dans les fissures et là nous avions appris à nous guérir. Une nuit de pluie, je me suis réveillée en sursaut. J'ai fait un rêve où j'avais de nouveau 40 ans et je me voyais pleurer devant le miroir, me demandant si un jour quelqu'un m'aimerait. Je me suis assise dans le lit, j'ai regardé Massia endormie, sa respiration paisible, sa main encore tendue vers la mienne, et j'ai su que oui, que ce jour était arrivé. Pas quand je l'attendais, pas avec qui j'imaginais, mais il était arrivé. Je me moquais déjà que le monde nous regarde avec étonnement ou jugement, parce que moi, à mes 70 ans, j'avais cessé de survivre et commencé à vivre. Aujourd'hui j'écris ceci depuis le petit jardin que Massia m'a aidé à planter. Il est plein de tournesols, de ceux qui suivent la lumière même quand le ciel est gris. Parfois les voisins nous regardent avec intrigue. Certains avec dédain, mais je ne baisse plus les yeux parce que j'ai appris que la honte ne naît pas de l'amour, mais de la peur de le vivre. J'ai reçu des lettres anonymes laissées dans ma boîte aux lettres. Certaines pleines de jugement, Dieu te jugera, ont-ils écrit.
D'autres plus silencieuses, plus blessées. Disaient, merci de faire ce que je n'ai jamais osé. À toutes j'ai répondu la même chose dans mon cœur, ce n'était pas facile, mais cela valait la peine. Massia et moi ne sortons pas dîner dans des restaurants chers, nous ne faisons pas de voyages luxueux. Mais chaque nuit, quand il me lit à voix haute avant de dormir et que je lui caresse les cheveux, je sais que j'ai ce dont j'ai toujours rêvé. La paix, la compagnie, le respect, l'amour sans condition. Parfois je m'assois devant le miroir comme je le faisais jeune, et je ne cherche plus de rides à cacher, je les touche avec affection. Chaque ligne est une histoire, chaque sillon une leçon. Et dans toutes, Massia est arrivée comme un dernier chapitre que personne n'a vu venir, mais qui a changé tout le livre. Ma sœur n'a jamais rappelé. Mes neveux ne connaissent même pas mon adresse. Mes anciennes amies du club ne m'invitent plus à leur goûter. Et pourtant, pour la première fois je ne me sens pas seule. Parce que j'ai découvert quelque chose qui m'a pris toute une vie à comprendre. Il n'est pas égoïste de choisir ton bonheur. Il n'est pas ridicule de tomber amoureux après 60 ans. Ce n'est pas une folie de recommencer quand tous croient que ton histoire est finie. Aujourd'hui, quand les gens me demandent si je regrette, je souris, parce que regretter aurait été de rester où tous voulaient que je reste, sauf moi. Regretter aurait été de continuer à être une ombre pour que d'autres brillent tranquilles. Ce récit n'est pas pour qu'ils me comprennent ni pour convaincre qui que ce soit. C'est un témoignage que même après des décennies de silence tu peux élever la voix, que même si on te dit qu'il est trop tard, le cœur ne comprend pas les calendriers, parce que l'âme, quand elle tombe vraiment amoureuse, ne demande pas l'âge, elle reconnaît seulement qu'elle est enfin arrivée à la maison. Et moi, je suis arrivée.